Nous allons maintenant voir quelle application faire de ce que nous avons fait dans les deux précédentes vidéos, à savoir à quoi servent les matrices d'une famille de vecteurs et d'une application linéaire. Donc, nous avons vu qu'à une famille de vecteurs, nous pouvons associer une matrice, qu'à une application linéaire, nous pouvons associer une matrice. Donc, on peut associer des matrices à pas mal de choses. Et en particulier, quand nous avons x un vecteur et u une application linéaire, nous voulons calculer u de x et nous allons pouvoir le faire matriciellement. Ce sera le premier usage qu'on va en faire. Et puis aussi, quand nous avons deux applications linéaires, nous pouvons les composer. Qu'est-ce que ça donne en termes de matrice? Donc c'est à ça que nous allons répondre. Donc la première propriété que nous allons donner est la suivante. C'est toujours un petit peu le même cadre. Nous avons E, un K espace vectoriel de base B, contenant P vecteur E1 jusqu'à EP, et F, un KEV de base C, dont les vecteurs s'appellent F1 jusqu'à Fn. Nous allons prendre une application linéaire U de E dans F et un vecteur X dans E. Premier résultat important donc, la matrice de U de X dans la base C, c'est la matrice de U de B dans C, multipliée par la matrice de X dans la base B. Voilà, donc calculer l'image d'un vecteur par une application linéaire, c'est faire un produit de matrice. Alors il y a pas mal de choses à dire là-dessus, il y aura une démonstration à faire bien sûr, mais déjà, on peut faire un exemple en fait, tout simplement. On va commencer par un exemple. Un exemple tout bête, on prend U de R2 dans R2, qui à X associe, à XY associe 2x moins y moins x plus y. Pour l'instant, nous n'allons considérer qu'une base qui va être la base canonique. Et sur ce premier exemple, nous allons revoir ce que nous avons vu au tout début du chapitre avec l'application linéaire canoniquement associée à une matrice. La matrice dans la base C de notre application U, donc en considérant que nous prenons la base C au départ et à l'arrivée, c'est la matrice de moins 1, moins 1, 1. Donc si je prends un vecteur xy dans R2, tout simplement sa matrice dans la base canonique, c'est toujours xy. Alors si je l'appelle grand X, ce vecteur, la matrice du vecteur grand X dans la base canonique, c'est toujours xy. Si j'effectue donc le produit de la matrice de U fois la matrice de X, je fais donc 2 moins 1 moins 1 en colonne fois le vecteur xy, qu'est-ce qu'on obtient? Nous obtenons 2x moins y en première coordonnée et moins x plus y, et c'est effectivement exactement, ce sont les coordonnées de U de x dans la base canonique. Donc on retrouve exactement une illustration de cette propriété. Maintenant, ça devient plus intéressant quand nous changeons les bases. Donc, on va introduire une nouvelle base pour R2, la base 1, 0, 1, 1. Alors, ce sera la base B1, et nous allons en prendre une deuxième, pas très compliquée non plus. Le but, c'est pas de s'embêter à faire des calculs compliqués. Je vais prendre cette base-là. U de 1, 0, c'est le vecteur 2, moins 1. Alors, on va prendre l'habitude toujours de donner des noms aux vecteurs de nos différentes bases. Et donc, ce que je suis en train de calculer ici, ça n'est ni plus ni moins que U de E1. Passer en noir. Donc, U de E1, alors ça c'est dans la base canonique, donc c'est 2E1 moins
c'est dans la base canonique, pardon. Donc, en fonction de F1 et F2, ça c'est 2F1 plus F2. Et si je calcule U de E2, U de 1, 1, c'est le vecteur 1, 0. Et ça, c'est le vecteur F1 plus F2. Donc, la matrice de la base B1 dans la base B2 de notre application linéaire U. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Je vais recopier dans la première colonne les deux coordonnées de U de E1 dans la base F1, F2. Donc ici 2 et 1, qui me donne bien 2 et 1. Et puis pour la deuxième colonne, j'ai 1 et 1 comme coordonnées dans la base F1, F2. Donc mes deux coordonnées de la deuxième colonne, c'est 1 et 1. Ça, c'est la matrice de U dans la base B1, B2. Prenons maintenant un vecteur X dont je vais donner les coordonnées dans la base de départ. Donc je vais par exemple prendre moins E1 plus 2E2, ce qui dans la base canonique nous donne le vecteur 1, 2. Alors quelle est l'image de ce vecteur par U? Ça nous fait 0 en première coordonnée et 1 en seconde coordonnée. Donc U de X, c'est 0, 1. U de X est égal à 0,1 dans la base canonique, mais dans la base B2, c'est F2. Donc, si je ne parle que des bases B1 et B2, U de moins E1 plus 2E2 est égal à F2. Id est, la matrice dans la base B2 de U de moins E1 plus 2E2, c'est le vecteur 0,1. Alors ici, c'est vrai que l'exemple peut éventuellement prêter à confusion, puisque le vecteur F2, dans la base canonique et dans la base B2, il a les mêmes coordonnées, c'est 0,1. Or, la matrice dans la base B1 du vecteur moins E1 plus 2E2, c'est donc en colonne les coordonnées dans la base moins E1, E2, c'est-à-dire moins 1, 2. Et la matrice de B1 dans B2 de U, multipliée donc par cette dernière matrice, la matrice dans la base B1 de moins E1 plus 2E2, c'est donc la matrice 2, 1, 1, 1 fois la matrice moins 1, 2. Si nous effectuons le calcul, nous trouvons 0 et 1. Et c'est bien la matrice dans la base B2 de U de X. Donc nous venons de vérifier sur un exemple que ce que nous avons donné dans le théorème est correct. Alors comment retenir correctement la formule du théorème et surtout comment ne pas s'en mêler les pinceaux dans les bases? Une méthode qui n'est pas obligatoire, c'est au moins au brouillon de dessiner un diagramme. Donc si nous avons un espace vectoriel E muni d'une base B, un espace vectoriel F muni d'une base C, et entre les deux une application U, nous savons donc qu'avec ce choix de base, à U correspond une matrice M. Alors pour ne pas alourdir le schéma, ici M ce sera la matrice de U de B dans C. Et si nous prenons un vecteur petit x dans E, son image par U ce sera bien U de X, et à petit x correspond une matrice grand X vis-à-vis de la base B. Et donc grand X c'est la matrice de petit x dans la base B. L'image de U de X dans grand F a donc une matrice qui correspond à tout ça. Ben cette matrice, c'est M fois grand X. Donc, ici, M fois grand X, c'est la matrice du vecteur que nous avons à l'arrivée, donc U de X, dans la base C. D'accord ? Nous pouvons aussi voir les choses différemment. Moi, personnellement,
Je trouve que ce diagramme est très intéressant. Certains élèves voient mieux les choses avec, mais on n'est pas obligé d'utiliser un diagramme. Personnellement, j'aime mieux tout simplement voir les choses comme ça. Vous avez donc U de x. Vous voulez déterminer sa matrice dans une certaine base. Je vais peut-être essayer de garder une marge quand même. Vous voulez déterminer la matrice de U de x dans une certaine base. Alors, ce dont il faut se souvenir, mais ça, si vous ne vous en souvenez pas, c'est quand même problématique. La matrice de U de x, on l'obtient comme la matrice de U fois la matrice de x. Le tout, c'est de savoir quelles sont les bases que l'on met. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez les bases ici, à gauche, vous mettez la base de départ. Et à droite, la base d'arrivée. La base de départ, elle intervient au départ. Et x, évidemment, il est au départ. Donc ici, vous devez mettre la base B. Par contre, U de x, lui, il est à l'arrivée. Donc ici, vous mettez la base à l'arrivée, c'est-à-dire la base C. Alors on a un cheminement qui ne va pas de gauche à droite. Vous partez de E, qui est muni d'une base B. X doit donc être pris dans la base B. Et vous l'injectez en entrée dans U. Donc dans la base de départ de U, ça doit être la base B. Quand vous multipliez par cette matrice, vous vous retrouvez avec quelque chose dans la base C, en sortie. Et donc, U de x à la sortie doit être pris dans la base C. Donc on a toujours ce petit diagramme, on va de la droite vers la gauche, puis un tout petit coup de gauche à droite, et on repart de la droite vers la gauche. Bon, normalement, à force d'écrire des changements de base, des produits de matrice, etc., ça va rentrer tout seul, hein, mais c'est vrai qu'au début, c'est une petite gymnastique. Et puis même après, hein, à force d'en faire, on s'en souvient en général sans problème, mais on peut toujours avoir besoin de repréciser les choses. À vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que sur la formule, vous voyez sans problème d'où on part et où on va à chaque étape, ou est-ce que vous préférez faire un diagramme? Tout est possible. Donc il nous reste à démontrer ce théorème. Nous ne l'avons toujours pas démontré. Donc démonstration, nous allons écrire le vecteur x, nous allons le décomposer dans la base B. Donc il s'écrit somme des i allant de 1 à p dxi ei. U de x, nous allons devoir aussi le décomposer dans la base d'arrivée, maintenant dans la base C. Donc c'est u de la somme pour i allant de 1 à n, à p décidément, à p dxi ei. Et donc par linéarité, c'est la somme pour i allant de 1 à p dxi u de ei. Alors, si nous notons M, la matrice de U de la base B dans la base C, et que nous appelons MIJ ses coefficients, alors nous savons que la jème colonne de cette matrice nous donne les coordonnées de U de J dans la base d'arrivée. Alors il aurait été peut-être un peu plus clair de choisir ici J comme indice. Alors, U de EJ dans la base C. Donc là, je l'écris de manière pas très rigoureuse avec des petits points, mais dans la base C, ces coordonnées, ce sont les coefficients de la jème colonne de la matrice M. C'est-à-dire que c'est la somme pour i allant de 1 à n des MIJ FI. Donc en réinjectant ça dans l'expression de U de x, nous obtenons que U de x, c'est la somme pour j allant de 1 à p, de la somme pour i allant de 1 à n, des xj MIJ. Bon, le produit étant commutatif, et en vue de faire apparaître
le produit de la matrice M fois la matrice de X. Nous allons intervertir les deux sommes et faire passer le produit. Alors quand je parle de produit commutatif, je parle du produit dans K, évidemment pas du produit de matrice. DMIJ, XJ. Alors, si grand X, c'est la matrice des xi pour i allant de 1 à n, qui est donc la matrice du vecteur petit x dans la base B, grand M fois X, c'est la matrice suivante. C'est la matrice qui n'a qu'une colonne. Et son coefficient en im position, d'après la formule qui donne le coefficient d'un produit de matrice, c'est la somme pour J allant de 1 à P, des MIJ XJ. D'accord? Et je me rends compte qu'ici, j'ai évidemment oublié tous mes FI, ce qui est très mal. C'est cette somme-là. Donc, la matrice, j'aurais dû l'écrire là. La matrice dans la base C de U de X, comme nous avons ici les coordonnées sur la base FI, c'est exactement la matrice dont la coordonnée numéro I est égale à la somme pour J allant de 1 à P des MIJ XJ. Et nous remarquons donc que la matrice dans la base C de U de X, c'est bien la matrice grand M fois grand X. Nous remarquons qu'ici, ce sont exactement les mêmes coefficients dans les deux matrices. Donc c'est bien ce que nous voulions. C'est la matrice de B dans C de l'application U fois la matrice dans la base B du vecteur petit x. Voilà. Donc ça, c'est pour calculer l'image d'un vecteur par une application. Maintenant, nous pouvons aller encore plus loin et calculer les matrices de composition d'applications linéaires. Et ça, ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Donc, nous donnons directement le théorème, puis nous ferons des exemples et enfin la démonstration, comme on vient de le faire ici pour U de x. Alors nous allons avoir besoin de 3 espaces vectoriels. Donc E, un K espace vectoriel de base B, qui aura toujours P vecteur. Nous continuons de garder F, un K espace vectoriel de base C avec N vecteurs. Et nous allons avoir besoin d'un troisième espace vectoriel G. Nous allons appeler D une de ces bases et elle aura Q vecteur. Et nous allons prendre U, une application linéaire de E dans F, et V, une application linéaire de F dans G. La question, c'est de savoir quelle est la matrice de V rond U relativement aux bases B et D. Alors, pour que ce soit clair, V rond U, nous savons que c'est une application linéaire de E dans G. Alors voilà le résultat. V rond U avec les bases que nous avons définies ici. La seule matrice que nous pouvons construire, c'est la matrice de V rond U de B dans D, puisqu'il nous faut au départ à gauche une matrice de l'ensemble de départ, donc une base de l'ensemble de départ, donc une base de E, et la base à l'arrivée doit être une base de l'espace d'arrivée, donc une base de G. Donc nous prenons D. C'est égal à la matrice de V de C dans D fois la matrice de U de B dans C. Donc ça, c'est une des formules importantes que nous allons utiliser
constamment. Formule de composition. Bon, avant de donner un exemple, peut-être que nous pouvons en effet voir comment se souvenir de cette formule, et là encore, comment ne pas mélanger les bases. Donc là encore, les deux mêmes méthodes que tout à l'heure, avec un graphe ou sans graphe. Alors avec un graphe, nous avons un espace E, un espace F et un espace G. De E dans F, nous avons l'application linéaire U. De F dans G, nous avons l'application linéaire V. Et donc en composant les deux, de E dans G, nous avons l'application linéaire V rond U. Dans E, nous prenons une base que nous avons appelée B, dans C, une base C, dans F, pardon, une base nommée C, et dans G, la base D. Sous les flèches, alors d'ailleurs, si je veux le mettre sous les flèches, je vais passer V rond U au-dessus de la flèche. Sous les flèches, nous allons écrire la matrice qui correspond à l'application linéaire, avec à chaque fois comme base de départ celle au départ de la flèche, et comme base à l'arrivée celle au bout de la flèche. Donc pour U de B dans C, nous avons une certaine matrice que je vais appeler M, et là encore, pour ne pas charger le diagramme, j'écris que M, c'est la matrice de U, de B dans C. Et sous la flèche de V, nous avons N, ou N, et la matrice de V, de C dans D. Alors quand on compose V rond U, eh bien tout simplement, nous faisons en dessous de V, vous avez N, fois en dessous de U, vous avez M. Donc la matrice de V rond U de B dans D, puisque ce sont bien les bases que j'ai au départ et à l'arrivée de ma flèche pour V rond U, c'est N fois M. Et c'est bien la matrice de V fois la matrice de U. Donc ces schémas sont très pratiques et je vous encourage à les utiliser si jamais vous vous rendez compte qu'ils vous sont utiles. Maintenant, ce n'est pas toujours nécessaire. Quand vous êtes à l'aise, vous voyez sans schéma la chose suivante. On peut faire comme tout à l'heure, remplir les bases petit à petit. Là encore, de toute façon, il faut bien se souvenir que la matrice de V rond U, c'est la matrice de V fois la matrice de U. Cette partie-là, il faut impérativement s'en souvenir. La partie qui est plus délicate, c'est qu'est-ce que je mets comme base. Donc, de toute façon, où est le point de départ de V rond U? C'est le point de départ de U. Donc, si je pars d'une base B ici, V rond U va partir de la même base B. Après, lorsque U part de la base B et qu'elle arrive dans la base C, quand j'enchaîne avec V, je dois repartir de la même base. Donc, je pars de C. Si j'arrive dans une base D, eh bien, à la fin, V rond U arrive aussi à la base D. Et nous avons donc ce cheminement. Nous allons de B dans C. Puis, nous passons à V en repartant de la base C. Et nous arrivons de C à D. Et donc, nous avons fait le même chemin pour V rond U. Nous sommes partis de B et nous sommes arrivés à D. À vous de voir ce que vous préférez pour retenir cette formule. Mais il va être impératif de s'en souvenir et de savoir la réutiliser et la sortir en toutes circonstances. Si vous préférez un schéma, utilisez un schéma. Si vous voyez les choses sur la formule, n'utilisez pas de schéma, utilisez la formule comme vous voulez, mais à vous de trouver ce qui vous permet de retenir la formule. Alors, un exemple. Et là, vous allez vraiment voir, on va voir sur un exemple, on va calculer la composition de deux applications linéaires sans matrice, comme on sait le faire déjà depuis longtemps, et avec matrice. Et vous allez voir l'intérêt des matrices. Le calcul matriciel va vraiment simplifier les choses. Donc là encore, ne prenons pas trop compliqué. On va prendre une application U de R2 dans R3, qui à XY associe X moins Y, X plus Y et X, allez. Et puis une application V de R3 dans R2 qui a un vecteur X, Y, Z associe X moins Y plus Z et X plus Z.
comment calculer verrons U? Alors évidemment, nous savons calculer verrons U par la définition de ce qu'est la composition de deux fonctions sans avoir besoin des matrices. Pour tout xy dans R2, verrons U du vecteur xy, c'est V de U de xy. Donc c'est V du vecteur x moins y, x plus y, x. Et nous appliquons maintenant la définition de V. Donc c'est x moins y moins x plus y plus x. Et en deuxième coordonnée, c'est la première coordonnée x moins y plus la dernière qui est x. Ce qui nous donne x moins 2y et 2x moins y. Bon, ici, l'exemple est relativement simple. Tout n'est pas dans R3 déjà. Parfois, nous utilisons des vecteurs de R2 avec 2 coordonnées seulement. Donc, ce n'est pas très long de déterminer verrons U comme ça, mais c'est tout de même un peu pénible. Alors, imaginez que vous ayez 2 applications de R3 dans R3 à composer. Vous avez encore un peu plus de coefficients que dans cet exemple-là, et ça devient un peu pénible à faire. Alors, avec des matrices, nous pouvons calculer verrons U différemment. Donc dans cet exemple-là, nous n'allons pas nous casser la tête. B, ce sera la base canonique de R2 et C, celle de R3. Nous avons donc vu que la matrice de la base canonique dans la base... Alors, non, pardon, verrons U va de R2 dans R2. Donc là, pour que ce soit plus clair, j'écris la base de départ et la base d'arrivée, même si c'est 2 fois la même. La matrice de B rond B, de B dans B, pardon, de V rond U, c'est donc une certaine matrice de V fois une certaine matrice de U. Ici, je pars de la base B, donc je vais là aussi partir de la base B. Ici, j'arrive dans la base B au bout du compte, donc à la fin, je vais aussi arriver dans la base B. Et entre les deux, j'ai une correspondance dans une base qui est une base de R3, qui doit être la même envers à la fin de U et au départ de V, puisqu'on les compose. Évidemment, ici, il est clair que nous allons prendre la base canonique. Alors le tout, il faut que ce soit la même base, ça peut être n'importe quelle base. Mais ici, on a décidé de prendre la base canonique. Donc je vais prendre la base C ici et là. Comme nous sommes dans les bases canoniques, ces matrices sont très simples à déterminer. Nous avons vu qu'il suffit de garder les coefficients que nous avons dans la définition de ces deux matrices. Donc, U de xy, c'est x moins y, donc 1 moins 1 ici, x plus y, 1 et 1, et x, donc 1, 0. Donc on retrouve bien en première colonne tous les coefficients devant x dans la définition de U, et en deuxième colonne tous les coefficients devant y. Faisons pareil avec V, donc je reviens un peu en arrière. V, c'est x moins y plus z, x plus z. X moins y plus z et x plus z. Donc là encore, première colonne, toutes les coordonnées devant x. Deuxième colonne, toutes les coordonnées devant y. Troisième colonne, toutes les coordonnées devant z. Je peux bien multiplier ces deux matrices, puisque j'ai 3 colonnes dans la matrice de gauche et 3 lignes dans la matrice de droite. Si j'effectue le calcul, en premier coefficient, je vais trouver 1. En deuxième coefficient, je vais trouver 2. Et ici, je vais trouver 0. Non, pardon, moins 2. Et moins 1. Donc ça, c'est la matrice de verrons U dans les bases canoniques. Donc directement, nous savons que verrons U va de R2 dans R2. Et un vecteur xy, elle associe, alors je sais que mes coefficients c'est 1 et moins 2 pour la première ligne dans la matrice, donc 1 fois x moins 2 fois y, et 2x moins y. Là encore, nous sommes dans les bases canoniques, donc c'est très simple. Tous les coefs devant x nous donnent les coefficients de la première colonne de la matrice, et les coefficients devant y nous donnent les autres. Est-ce que ça correspond à ce que nous avions trouvé sans utiliser les matrices? Oui, x moins 2y, 2x moins y. Est-ce que vous avez préféré la méthode avec matrice ou sans matrice?
Moi, personnellement, j'ai mon avis sur la question, je préfère vraiment le faire avec matrice. Donc, rien qu'avec les bases canoniques, il est comme ça très simple de calculer l'expression d'une composée d'application linéaire. Pourquoi est-ce que c'est plus simple avec les matrices que sans les matrices? Parce que dans les matrices, on garde vraiment que l'essentiel. On garde les coefficients et rien d'autre. Alors que dans la méthode sans matrice, nous utilisons évidemment les mêmes coefficients, mais en plus, pour savoir où se placent ces coefficients, nous sommes obligés d'utiliser les lettres x, y, z, ce qui alourdit énormément les calculs, parce qu'il y a tout simplement plus de choses à écrire, et c'est moins visuel. Donc les matrices, si vous regardez ce que nous avons fait dans les deux méthodes, ce sont exactement les mêmes calculs, sauf qu'avec la méthode matricielle, les choses sont plus rapides à écrire et plus légères à voir, puisqu'il n'y a plus les x, y, z. Alors on pourrait faire un autre exemple avec d'autres bases, donc c'est très formateur de le faire. Cela dit, c'est toujours plus calculatoire. Alors je vais essayer de ne pas faire des choses trop calculatoires. On va garder, pour que ce soit simple, des applications de R2 dans R2, avec des expressions simples. Donc je vais prendre x moins y et y. J'ai pas envie de faire des calculs lourds, je veux juste que le principe soit connu et qu'on vérifie sur des exemples que ça marche bien. Donc V aussi, je vais la prendre de R2 dans R2, et on va prendre Y et 2X plus Y. Donc des expressions, il y aura des zéros dans les matrices, ça simplifiera un peu les choses. Alors là, je vais m'amuser à prendre trois bases différentes de R2. Donc la base B1, alors à chaque fois, là aussi, j'ai pas envie de faire compliqué. Je vais prendre cette base-là. Pour B2, je vais prendre celle-ci. Et pour B3, alors j'ai pas envie de prendre ça. Voilà, donc des bases très simples. Donc les calculs vont quand même être relativement aisés. Donc nous allons commencer par calculer la matrice de U de B1 dans B2, puis la matrice de V de B2 dans B3. Et nous allons calculer donc de deux manières différentes la matrice de V rond U de B1 dans B3, et nous allons voir que ça coïncide. Donc pour calculer la matrice, alors là encore, il est assez commode de donner des noms à nos vecteurs. Donc E1, E2 pour les vecteurs de B1, F1, F2 pour les vecteurs de B2, et G1, G2 pour les vecteurs de B3. Donc en vue de calculer nos différentes matrices, si je veux la matrice de U de B1 dans B2, je dois prendre l'image des vecteurs de B1 et les décomposer ces images dans la base B2. Donc U de E1, c'est U de 1,1. Alors c'est souvent pratique quand même de repasser par la base canonique. U de 1,1, c'est 0,1. Et c'est directement 0 fois F1 plus 1 fois F2. Donc les calculs vont quand même être assez faciles. U de E2, c'est U de 1,0. U de 1,0, c'est 1,0 à nouveau. Et 1,0, c'est F1 plus F2. Donc la matrice de B1 dans B2, ça c'est un B, de l'application U, j'écris dans la première colonne les coefficients, enfin les coordonnées de U de E1 dans la base F1, F2, donc 0, 1. Et je fais pareil dans la deuxième colonne avec les coordonnées de U de E2, donc 1, 1. Et puis ensuite, on passe à la matrice de V de B2 dans B3. Donc je vais calculer V de F1, c'est V de 1 moins 1, V de 1 moins 1, c'est moins 1, 1, et moins 1, 1. Alors j'ai de la chance, mais bon, j'avais un peu préparé le coup. J'ai pris des matrices très simples avec toujours un peu les mêmes types de vecteurs. Moins 1, 1, c'est directement 1 fois G2. Et V de F2, c'est V de 0, 1. V de 0, 1, c'est 0,2. Et 0,2, c'est 2 fois G1. Donc, des coefficients très simples. Et donc, la matrice de B2 dans B3,
de V, c'est la matrice 0, 2 qui sont les coordonnées, pardon, 0, 1 qui sont les coordonnées de V de F1 dans la base B3, et de 0 pour les coordonnées de V de F2. Maintenant, je vais calculer la matrice de V rond U de B1 dans B2. Même principe, alors un tout petit peu plus compliqué, puisque là, il va falloir composer. Donc ça, c'est V de U de E1, et U de E1, on a calculé que c'était F2, et V de F2, nous l'avons déjà calculé, c'est 2G1 plus 0 fois G2. Et V rond U de E2, c'est V de U de E2, qui vaut F1 plus F2, donc c'est V de F1 plus V de F2, nous avons déjà calculé ces deux vecteurs dans la base G1, G2, donc en faisant la somme, nous avons 2G1 plus G2. Donc la matrice de B1, dans B3 de V rond U, c'est donc 2, 0 pour ce qui est des coordonnées de V rond U de E1, et 2, 1 pour les coordonnées de V rond U de E2. Alors si je calcule le produit de la matrice de V de B2 dans B3 fois la matrice de U de B1 dans B2, alors pourquoi est-ce que ça a du sens? Je pars de B1, U me fait tomber, enfin cette matrice me fait arriver dans B2, je renchaîne avec V en partant du même endroit, donc en partant de B2, et j'arrive dans B3. Donc ce que j'espère, c'est qu'avec ça, je vais obtenir la matrice de V rond U en partant de B1 et en arrivant dans B3, en ayant fait une escale dans B2, mais ça, on ne le voit plus à la fin. Donc c'est la matrice, alors je les ai calculés avant, 0, 1 fois 2, 0, 0, 1, 2, 0 en colonne, fois la matrice 0, 1, 1, 1. Effectuons ce produit. En haut à gauche, nous trouvons 2, ici 0, ici 2 et ici 1. Eh bien, c'est formidable. C'est exactement ce que nous voulions. C'est bien la matrice de V rond U. De B1 dans B3. Et si je reprends mes couleurs de tout à l'heure, B3, c'est bien la base d'arrivée que j'avais ici. Et B1, qui était ma base de départ ici, c'est bien ma base de départ. D'accord? Donc tout va bien. Nous allons maintenant démontrer ce théorème, et pour cela, d'abord, revenir un tout petit peu en arrière par rapport au PDF, en parlant du corollaire 2 de 14. En fait, nous avons vu que la matrice de U de X, c'est la matrice de U fois la matrice de X. Nous pouvons généraliser cela avec plusieurs vecteurs en même temps, c'est-à-dire en parlant de la matrice d'une famille de vecteurs. Si V1 jusqu'à VQ sont des vecteurs de E, alors la matrice dans la base C de la famille U de V1 jusqu'à U de VP, c'est la matrice 2B dans C de l'application U fois la matrice dans la base B de la famille V1-VP. Je ne détaille pas la démonstration ici, il suffit de voir que la colonne la jème colonne d'un produit de matrice, c'est la matrice de gauche fois la jème colonne de la matrice de droite, et on applique après le fait que la matrice de U de VJ, c'est la matrice de U fois la matrice de VJ. Alors comment nous nous en servons ici? Donc démonstration du théorème de 2.15. Il va nous falloir revenir à la définition de ce qui est donc la matrice d'une application linéaire d'une base dans une autre. La matrice de la base B dans la base D de V rond U, par définition, c'est la matrice dans la base D de la famille V de U de E1
jusqu'à V de U de EP. Et nous pouvons maintenant appliquer les théorèmes 2 de 11. Enfin, non, plus exactement 2 de 14, le corollaire que nous venons justement de voir. C'est aussi donc la matrice de C dans D de l'application V, fois la matrice dans la base C de la famille V de E1, décidément U de E1, jusqu'à U de EP. Et encore en appliquant 2 de 14, c'est la matrice de C dans D de V, fois la matrice de B dans C de U, fois la matrice dans la base B de la famille E1-EP. Mais cette toute dernière matrice, cette matrice donc de la famille E1-EP dans la base B, ça n'est rien d'autre que la matrice de la base B dans la base B. Cette matrice revient à écrire dans chaque colonne les coordonnées de chaque vecteur de la base dans la base elle-même. Or E1, c'est 1 fois E1, plus 0 fois E2, jusqu'à 0 fois EP. E2, c'est 0 fois E1, plus 1 fois E2, jusqu'à 0 fois EP, etc. Donc la matrice de la base B dans elle-même, ça n'est rien d'autre que la matrice identité. Et donc, notre produit se simplifie, et dans notre calcul, nous obtenons que la matrice de B dans D de V rond U, c'est la matrice de C dans D de V, fois la matrice de B dans C de U, fois la matrice identité, et nous obtenons le résultat voulu, c'est bien la matrice de C dans D de V, fois la matrice de U, de B dans C.